Il est donc maintenant grand temps de commencer. Merci une nouvelle fois pour votre participation, pour vos inscriptions. N'hésitez par ailleurs pas à nous saluer, à nous envoyer des questions, des remarques, des commentaires dans le chat. N'hésitez pas à interagir entre vous. On sera tous ravis de répondre à vos questions et de pouvoir échanger. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le but est de parler de qualité d'air et de parler de capteurs connectés, et tout cela dans un cadre bien précis, dans le cadre du décret ERP. Et l'idée est donc aujourd'hui de découvrir les bonnes pratiques et l'intérêt des capteurs connectés. Et pour ce faire, je serai très bien accompagné aujourd'hui. Je serai accompagné de 3 intervenants que l'on va pouvoir présenter juste ensuite. Et nous avons déjà de la visibilité sur notre programme du jour, sur la slide suivante, avec, dans un premier temps, une introduction sur ce que nous faisons, Airthings, nous. Ensuite, on fera un focus sur le décret ERP, pourquoi il existe, qu'est-ce qui a changé en 2023. Et ensuite, chacun de nos intervenants viendront témoigner, viendront mettre en lumière des déploiements, des références en France qui ont été mises en place sur les 12 derniers mois. Et on finira bien sûr par une session de questions-réponses. Je propose à chacun de pouvoir se présenter très rapidement, et je vais proposer à Bruno très rapidement de se présenter. Bonjour tout le monde, donc Bruno Tudal, co-gérant d'entreprise Biodivers Santé France basée à Bordeaux, et je suis donc conseiller médical en environnement intérieur. Merci Bruno. Je vais maintenant proposer à Nicolas de venir se présenter. Bonjour tout le monde. Si vous m'entendez, donc je suis Nicolas Ouji, expert qualité de l'air chez Initial Hygiene Service, donc une marque qui appartient au groupe Rentokil Initial, qui est leader mondial de l'hygiène. 360 degrés, j'y reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup. Et pour finir, Yannick, qui est un peu plus loin, je te laisse te présenter, Yannick. Bonjour, Yannick de la société Neogreen Service Environnement. Donc on est localisé à l'île de la Réunion et depuis 1 an à peu près, on a eu l'opportunité de travailler avec Airthings pour développer des capteurs sur l'île de la Réunion. Voilà. Merci Yannick, merci à tous les 3. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on lance officiellement le début de ce LinkedIn Live. Okay. Voilà donc l'agenda, comme je l'ai évoqué. L'idée, c'est de faire une introduction, une présentation rapide de ce qu'on fait, se focus sur les ERP et laisser la parole aux intervenants que vous venez de découvrir. Donc, Airthings. Airthings, on est une entreprise norvégienne. Et notre objectif, c'est clairement de permettre à tous de mieux respirer. Mieux respirer, ça ne veut pas dire qu'on va vous dispenser des cours de gymnastique respiratoire, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de vulgariser le sujet de la qualité de l'air intérieur, de le rendre accessible à tous et de faire en sorte que ça devienne un sujet du quotidien. Parce que, vous allez voir dans la slide suivante, c'est une donnée dont tout le monde n'a pas conscience, mais finalement, on passe beaucoup de temps à l'intérieur. On peut estimer qu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur et que finalement, on respire pas forcément mieux que dehors. On a beau croire que la pollution, qu'une qualité d'air dégradée, c'est systématiquement à l'intérieur, et bien parfois, et bien souvent, c'est faux, puisque l'air intérieur peut être 2 à 5 fois moins bon qu'à l'extérieur. Je vais passer maintenant vraiment un focus sur Airthings, vous expliquer qui on est. Donc, comme je l'ai dit, on est une entreprise norvégienne. On a été créé en 2008. Et de base, notre objectif, ça a été effectivement d'aider les populations à prendre en main un vrai sujet dans les pays nordiques, qui est le radon. Donc, on a attaqué le marché du grand public avec des détecteurs de radon. Le radon, pour rappel, c'est un gaz radioactif qui émane du sol, principalement des sols rocheux, et contre lequel on ne peut faire grand-chose si ce n'est potentiellement étanchéifier ces bâtiments. Aujourd'hui, notre activité, elle est très large. On est vraiment présent à travers le monde, finalement. On compte plus de 150 employés et on est vraiment leader sur le marché des solutions de supervision de la qualité d'air intérieur, bien sûr, sans fil. Tous nos produits sont sans fil. On compte plus d'1 million de produits vendus sur le globe et on a vraiment élargi notre champ des savoirs au fil des années et on a créé une offre B2B en 2019. Donc, une offre B2B, c'est une offre dédiée, on va dire, au déploiement à l'échelle d'un bâtiment, avec des technologies et des mises en application simplifiées et dédiées à un environnement professionnel. Aujourd'hui, on compte
plus de 100 000 stations AirThings for Business déployées à travers le monde. On couvre plus de 6 000 bâtiments. Et on est très fiers également d'annoncer que plus de 15 000 salles de classe sont aujourd'hui équipées de nos capteurs et de notre solution, et que dans ces 15 000 salles de classe à travers le monde, les étudiants et les professeurs bénéficient d'un environnement plus sain. Sur la slide suivante, vous allez voir aujourd'hui nos 3 piliers. Encore une fois, nous, notre volonté, c'est de vulgariser un sujet qui est compliqué, qui a été entaché de crise sanitaire, etc., et de le rendre vraiment plus accessible. Ce qu'on veut, c'est pouvoir assurer un environnement sain aux occupants de tout type de bâtiment, que ce soit du bâtiment neuf comme du bâtiment ancien. Notre deuxième pilier, c'est l'obtention de certificats. On en voit de plus en plus aujourd'hui. On a des certificats WELL, BREEAM. On est utilisé également dans des démarches d'audit ISO. Et vraiment, on match avec tous les prérequis de ces cadres légaux qu'on découvre et qu'on voit de plus en plus et qui donnent aujourd'hui la thématique de notre LinkedIn Live. Et en fait, notre dernier pilier, c'est d'optimiser la consommation énergétique de vos bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien entre la qualité de l'air et l'environnement intérieur et votre consommation énergétique. Finalement, en pilotant, en supervisant vos bâtiments, vous allez connaître davantage ce qui s'y passe et vous allez être à même d'être plus responsable, plus efficace dans l'utilisation de vos systèmes de ventilation, dans vos systèmes de chauffage et dans vos systèmes d'éclairage. Voilà très rapidement ce qu'on fait chez AirThings. On pourra en parler bien sûr plus longuement, mais l'idée de ce LinkedIn Live, c'est de mettre en lumière ce que font nos partenaires. Et on va commencer tout de suite avec Bruno Tudal qui va nous faire un petit récap du décret ERP 2023, les changements, et bien sûr nous expliquer également en quoi cela consiste, pourquoi il a été mis en place il y a quelques années et comment vous pouvez prendre ce sujet en main de façon efficace. Bruno, c'est à toi. Merci beaucoup Rémi. Donc, effectivement, moi je vais me présenter rapidement et parler de ce nouveau décret qui est un point important dans l'actualité sur la qualité de l'air intérieur en France. Donc, tout d'abord, pour me présenter, alors pardon, j'arrive pas à passer les diapos. Voilà, merci. Pour me présenter, donc, comme je l'ai dit, je suis associé co-gérant de la société Biodiversanté France, donc, qui est un cabinet de conseil en santé environnementale. Et donc, on s'intéresse en particulier à la qualité de l'air intérieur à travers le métier de conseiller médical en environnement intérieur. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'approche par la santé, parce qu'on travaille essentiellement avec des médecins. Je ne vais pas forcément détailler ça aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ce métier-là. Je vous invite à le connaître un petit peu plus. Moi, voilà, je suis très impliqué dans la reconnaissance de ce métier-là parce qu'en fait, ça permet, au-delà de la mesure de la qualité de l'air intérieur, de savoir quels sont les risques pour la santé et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour que ça s'améliore. Donc, si on peut passer pardon, la diapo suivante, je n'y arrive pas. Merci. Donc, voilà, j'ai participé notamment à plusieurs ouvrages collectifs voilà, depuis la création de l'entreprise en 2016. Vous en avez peut-être entendu parler de certains, tout simplement pour pouvoir diffuser plus largement la problématique, les questions de qualité de l'air et le métier de CMEI. On peut passer. Hop là, j'étais trop loin. Ah oui, il y avait juste ça, ok. On peut revenir sur celle d'après, pardon, désolé. La notion de risque, c'est une notion que j'aime bien rappeler, puisque nous, on parle du risque d'exposition, hein, d'exposition aux polluants de l'air. Donc, le risque, c'est d'abord la présence d'un danger, qui va être le polluant, et qui va être présent selon une certaine concentration dans l'air. En général, c'est mesuré en microgrammes par mètre cube, par exemple. Pour qu'il y ait un contact possible, il faut qu'il y ait une exposition. Donc, comme Rémi l'a dit, on passe 90% de notre temps à l'intérieur, donc on a une forte exposition aux polluants de l'air intérieur. À la rigueur, si c'était
Si c'était pas longtemps, ça serait pas important, mais là, c'est vraiment important à cause de cette durée d'exposition et parce que c'est tous les jours. Donc l'impact réel sur l'organisme, ça va dépendre de la sensibilité individuelle. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est en bonne santé, on va dire un adulte en bonne santé, est exposé à une concentration de polluants particulière, il ne va pas avoir le même impact sur sa santé que si c'est un bébé, un nouveau-né ou une personne âgée, par exemple. Donc ça aussi, c'est des choses importantes. Tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye avant tout de préserver la santé des personnes les plus fragiles dans notre métier. Donc, historiquement, la surveillance de la qualité de l'air intérieur en ERP, quand on parle de décret ERP, en fait, c'est la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Ça a été introduit en 2010 par la loi Grenelle 2, qui a ouvert un nouveau chapitre, si on peut dire, une nouvelle section, la qualité de l'air intérieur dans le Code de l'environnement. Ça n'existait pas jusque-là. Et finalement, tout ce qui se passe depuis au niveau réglementaire dans la qualité de l'air intérieur, ça suit en fait cette loi. Donc on a eu, bon, je rentre pas dans tous les détails, mais on a eu déjà depuis le 1er janvier 2018 une première obligation concernant les crèches et les écoles, dont vous avez certainement entendu parler. Donc le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est pas nouveau, ça a évolué, mais c'est pas nouveau. Donc depuis le 1er janvier 2020, la surveillance qui s'est étendue au collège, lycée, accueil de loisirs. Donc ça, c'était déjà en vigueur. Pourquoi il y a une actualité aujourd'hui? Parce que depuis donc le 7 mai 2021, le PNSE 4, quatrième plan national santé-environnement, a voulu faire évoluer cette réglementation pour faciliter donc l'appropriation par les acteurs concernés et permettre une amélioration continue de la qualité de l'air intérieur dans les établissements. L'idée, c'était d'aller plus loin que ce qu'il y avait. Donc pour l'instant, la surveillance, on va le voir, n'est pas forcément étendue tout de suite à d'autres établissements, mais on va plutôt aller plus loin dans ces établissements-là qui étaient déjà concernés. Donc, le nouveau dispositif réglementaire, pour être très concret, aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, il concerne toujours les mêmes établissements depuis le 1er janvier 2023, suite aux nouveaux décrets qui sont sortis. Et il concernera à partir du 1er janvier 2025 les structures sociales, médico-sociales, structures de soins de longue durée qui sont rattachées aux établissements de santé et les établissements pénitentiaires recevant des mineurs, où on sait que c'est quand même un contexte très particulier. Et la petite remarque, la petite particularité, c'est que les piscines ne sont plus concernées. Donc aujourd'hui, les piscines ne sont plus considérées dans cette réglementation sur les ERP, puisqu'elles font l'objet d'une autre réglementation de locaux à pollution spécifique dans le Code du travail. Donc, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces établissements qui sont concernés? Il y a 4 points importants. Le premier, c'est l'évaluation annuelle des moyens d'aération qui inclut la mesure de CO2, qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Ensuite, l'autodiagnostic qui doit être réalisé tous les 4 ans. Donc ça va être essentiellement des fiches à remplir pour arriver à identifier les sources de pollution et cibler les actions prioritaires à mettre en place. Ensuite, on a des campagnes de mesure de polluants réglementés aux étapes clés de la vie des bâtiments. Donc, très concrètement, c'est quand il y a à la construction, lorsqu'il y a des travaux de rénovation, d'aménagement, changement de mobilier, etc. Ça va impacter sur la qualité de l'air, donc il faut refaire des mesures. Donc tout ça est bien cadré aujourd'hui. L'objectif final, c'est de mettre à jour un plan d'action en fonction des 3 points précédents. Donc, selon ce qu'ont donné les résultats de l'évaluation annuelle, de l'autodiagnostic et des campagnes de mesure, on doit en face mettre en place des actions
Et voilà, il y a des délais qui sont définis pour ça. On commence donc par l'évaluation annuelle, on a jusqu'à fin 2024 pour le faire, et ensuite on met en place le reste, voilà, avec un objectif, on va dire, à fin 2026 pour la première rédaction du plan d'action. Et je vais donc là-dessus céder la parole à Rémi pour la suite. Merci Bruno, merci pour toutes ces infos. C'est vrai que ce qu'on peut retenir de ton intervention, c'est que c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui date, voilà, qui est dans les tuyaux depuis 2010, qui tarde peut-être un peu à se mettre en place, qui n'a pas aujourd'hui de réelle obligation concrète, enfin qu'il n'y avait pas. Et là, justement, les choses se concrétisent. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est que finalement, cela concerne tout type de public, donc forcément tout type d'établissement. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière les réussites et les succès de certains de nos partenaires, et on commence effectivement tout de suite avec Nicolas, que j'appelle sur scène pour vous en mettre plein la vue, assurément. Tu me mets la pression là. Donc, test micro, vous m'entendez tous, j'imagine. Alors, rebonjour à Rémi, par contre, on t'entend plus du tout. Je pense qu'on peut pas parler à deux. Ah non, parce que je suis en différé aussi sur LinkedIn. Donc, en fait, il y a une espèce d'écart. Je me suis mis en duplex. Je me suis mis en duplex, en fait. Et je préfère te laisser briller, donc je quitte la scène. Ouais, voilà. Ok, merci. Du coup, donc je vais attendre que le slide arrive. Donc, moi, je suis Nicolas Ouji de la société Rent Token Initial. Donc, je représente la qualité de l'air à travers la marque Initial Hygiene Service. Si on peut changer le slide. Voilà, super. Du coup, je vais repasser quelques minutes sur notre savoir-faire. Et puis ensuite, effectivement, pour illustrer, compléter ce que vient de dire Bruno, ainsi que Rémi, je vais tenter de vous donner des exemples concrets sur différents domaines, donc le domaine de la santé, le domaine du sport, et ainsi que le domaine de l'enseignement supérieur, donc qui peuvent être concernés directement ou indirectement par la réglementation ERP que vient d'expliquer Bruno, et on va constater que toute cette réglementation a réellement du sens et du pragmatisme qu'on rencontre quotidiennement. Donc, Initial Hygiene Service, comme je vous disais, appartient au groupe Rent Token Initial, qui est un groupe anglais qui a été créé dans les années 20, donc qui a une expertise, un savoir-faire au niveau de l'hygiène dans sa globalité. Donc là, je vais plutôt m'attarder sur la marque Initial Hygiene Service. Donc en fait, on voit ici sur ce slide que le savoir-faire est résumé en trois blocs principaux. Donc il y a l'hygiène des sanitaires. Donc l'hygiène des sanitaires, donc c'est tout l'équipement des sanitaires à travers l'hygiène des mains, par exemple, ou l'hygiène féminine. Vous avez aussi la notion d'améliorer l'environnement, donc le segment du well-being, ce qu'on appelle le well-being, donc à travers l'installation de fontaines à eau ou d'offres odorantes avec l'offre Premium Scenting et la mise en place de tapis. Donc c'est principalement du B2B. Et le troisième bloc qui est l'hygiène des locaux avec par exemple la désinfection des mains, la désinfection des surfaces. On en a beaucoup parlé sur les 3 dernières années, on en parle encore un petit peu. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la mesure de la qualité de l'air ainsi que la purification de l'air. Donc, je vais m'attarder, ces exemples que je vais vous donner s'illustreront sur cette thématique-là. Alors, on va commencer avec le domaine de la santé avec 2 exemples. Premier exemple, c'est un centre médical dentaire, que nous avons suivi suite à une ouverture. Donc en fait, l'objectif de cet exemple-là, c'est de vous montrer aussi la simplicité d'utilisation et d'installation des sondes AirSync, que vous voyez en haut à droite du slide. Donc en fait, l'objectif d'un centre médical dentaire, c'est quoi? C'est d'assurer un bon traitement de l'air en suivant des indicateurs précis. Alors principalement le niveau de CO2, puisque on sait que plus il y a du CO2 dans un espace, plus il y a pérennisation de bactéries et de virus. Et aussi un suivi de microparticules, donc on entend souvent parler des PM2.5 ou des PM10. Donc la sonde va permettre de monitorer ces indicateurs-là. Donc
Deuxième objectif pour un centre médical, c'est aussi de piloter le renouvellement de l'air. Donc, on sait qu'en fait, il y a un flux important de patients qui viennent se soigner. Donc, forcément, intérêt de suivre ce type d'indicateur. Donc, en fait, j'ai illustré le centre médical dentaire qui est en pleine ouverture à travers ce plan-là. Donc, vous voyez, les bulles bleues représentent en fait l'installation des sondes. Donc, en fait, il y a une réelle possibilité d'identifier à distance où les sondes sont installées. Donc, en fait, on voit 13 blocs, donc 13 sondes, et un panneau de contrôle central qui va relier en fait toutes les sondes que vous pouvez voir ici. Je vous ai mis un deuxième exemple en dessous, ce qui permet en fait pour nous, pour les équipes qualité de l'air d'Initial Hygiène Service, de suivre en live les indicateurs qui nous intéressent. Par exemple, ici, on voit le niveau de CO2. Donc, on sait que le niveau de CO2, de manière en moyenne, sur cette sonde représente un niveau identifié ici de 480. On peut identifier le taux d'humidité, on peut identifier la température et bien d'autres encore. Ce qu'on a aussi installé, c'est des stérilisateurs d'air que vous voyez ici à droite, donc ce qu'on appelle chez nous les extios, donc qui accompagnent en fait les sondes dans chaque box, donc 13 sondes, 13 box, qui vont permettre de protéger de manière permanente les patients, le personnel de la structure. Un deuxième exemple concerne les hôpitaux, bien évidemment, où la vigilance du traitement de l'air est à un niveau très très important au milieu hospitalier, on le sait. Des indicateurs ont été créés pour ce marché-là. On parle de taux de renouvellement. Donc, le taux de renouvellement, c'est la fréquence à laquelle l'intégralité de l'air d'une pièce se renouvelle. Donc, ça, c'est calculé en cycle par heure. Et vous avez un autre indicateur qui est le PNC, donc particules donnant naissance à des colonies, qui sont aussi suivis dans les hôpitaux. Donc, dans ce cadre-là, on a aussi, donc là, c'est un exemple d'un CHU qu'on suit à travers les sondes AirSings et qui nous permettent de dresser des recommandations et des plans d'action, Bruno en parlait tout à l'heure, sur la mise en place de solutions pour avoir une bonne qualité de l'air au sein du CHU. Là, je vous ai mis un autre exemple de résultats qu'on peut suivre à travers le tableau de bord d'AirSings, c'est les temps au-dessus du seuil qu'on peut déterminer. Par exemple, là, on a identifié, en fait, on paramètre le niveau de CO2 avec un standard de 800 ppm, qui est le standard de l'OMS, et qui nous permet ici d'identifier les jours et les heures où le standard, en fait, n'est plus conforme avec la réalité. Donc, ce qui nous permet derrière de mettre en place des plans d'action de manière précise. Autre segment, le sport, complexe sportif. Donc là, on sait, depuis des années, donc explosion d'adhérents dans les salles de sport. Donc forcément, plus il y a de personnes, plus la présence de polluants atmosphériques vont être constatées. Et en particulier, dans les salles, je vous ai mis le visuel à droite, dans les salles fermées qui dispensent des cours, par exemple, d'aérobic, où effectivement, les confinements sont importants, donc on dégage beaucoup de CO2, beaucoup d'humidité, etc. Donc voilà, donc ça, c'est aussi un cas concret où les sondes sont installées de manière très rapide. Et en fait, l'intérêt aussi de ces sondes-là, c'est que la connexion se fait rapide sur les panneaux de contrôle. C'est du plug and play, c'est très simple à installer. Voilà, donc je vous ai mis un autre visuel ici. Donc là, c'est une salle de sport, une salle multisport, en fait, d'entreprise d'ailleurs, qui en fait qui génère un flux important de collaborateurs entre midi et 2. Donc, en fait, là, vous avez du yoga, vous avez du ping-pong, etc. Donc, une espèce de flux important qui va, en fait, créer des cocktails de polluants et donc qui va nous permettre de suivre tous les indicateurs qu'il y a ici. Et pour terminer, un exemple d'école. Donc là, c'est une école de commerce où vous avez un mix de salles de classe et d'amphithéâtre. Donc, au total, 22 salles. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres intéressants. Donc, 93%. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la réglementation ERP. Donc ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Donc, 93% des classes présentent des concentrations en particules fines PM2.5. Donc ça, c'est le premier, les microparticules. Donc c'est un effet important sur la santé de l'élève, de l'être humain de manière générale. 41% des écoles ont au moins une classe avec un confinement élevé à très élevé. Aujourd'hui, ça ne nous étonne plus d'entendre que nos enfants sont dans des classes de plus de 30 élèves. Il y a 20 ans, ça nous étonnait. Maintenant, ça ne nous étonne plus vraiment. Donc, un confinement important. Et 15 à 20% des classes présentent des concentrations en benzène, formaldéhyde, supérieures aux valeurs guides réglementaires.
Donc en fait, donc là, on nous a sollicité pour installer, pour suivre effectivement tous ces indicateurs-là. Donc on a installé les sondes AirThings plus des purificateurs d'air dans chaque classe. Donc 20 classes et 2 amphithéâtres qui nous permettent de suivre en temps réel tous ces indicateurs-là. Je vous ai mis un autre exemple ici, ce qui nous permet aussi d'avoir une visibilité et un temps de réaction rapide. Par exemple, là, on voit qu'il y a 22 sondes qui ont été installées, qu'il y en a 2 qui sont déconnectées. Donc, on reçoit des alertes sur nos smartphones, nos équipes reçoivent des alertes et réagissent rapidement. Donc là, on sait par exemple que c'est des étudiants qui ont débranché de manière inattentionnelle, bien évidemment, les sondes. Mais en tout cas, voilà, donc on a des alertes qui nous permettent de réagir vite. Voilà, donc j'ai terminé. Eh ben, merci, Nicolas, c'était top. Avec plaisir. C'était top et hyper intéressant. J'en profite, j'ai forcément quelques questions. Pour rappel, aujourd'hui, Initial met en place des sondes et la solution AirThings depuis quoi? Depuis 9 mois, quelque chose comme ça? En fait, nous, on s'est rencontrés fin 2019, début 2020. Hein, donc, je crois qu'on était juste avant le Covid et on commençait à discuter. Et puis après, on a commencé réellement à se mettre dans l'activité il y a effectivement à peu près un peu moins d'un an. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et on voit que la force d'Initial, c'est clairement que vous avez une grosse diversité de typologie de clients, que ce soit sur du privé ou du public. C'est ce que tu as démontré dans tes exemples. Aujourd'hui, est-ce que tu vois un attrait qui est accru? Est-ce que tu vois une évolution des mentalités quant au sujet de la qualité de l'air intérieur? Quel est ton ressenti à travers votre nombre assez important de clients aujourd'hui en France? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux. Moi, je segmenterais les typologies, si on peut parler de ça en termes de clients. Il y a des profils qui vont plutôt récupérer de l'information, s'intéresser au sujet. On voit qu'on est de plus en plus sollicité sur le sujet, qu'on soit sur des entreprises plutôt directes, alors que ce soit du bureau ou de la société de nettoyage ou autre. On se renseigne sur ça, on se renseigne sur la réglementation. Et ensuite, vous avez l'autre volet de partenaires qui veulent tout de suite mettre en place des solutions pour contrôler la qualité de l'air. Donc, soit par le biais de services généraux, si on parle du tertiaire, soit tout à l'heure, ça peut être le sport. Voilà. Donc, il y a une demande plus importante. On le voit aussi à travers notre site internet. Ouais. On reçoit de plus en plus de formulaires qui concernent la qualité de l'air intérieur en termes de renseignements. Donc, effectivement, on va dire que la courbe augmente de plus en plus. Ouais, c'est ce qu'on constate tous sur C'est ce pas qu'en marché. France d'ailleurs, pas partout. Oui, très clairement. Et la deuxième question que j'ai, c'est justement aujourd'hui, est-ce que le besoin de mettre en place des purifications, donc des solutions correctives, est vraiment demandé au même niveau que la supervision de la QAI? Quel est l'équilibre et la balance entre les deux offres? Parce que vous, finalement, vous avez une offre complète. Oui. Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre, ou vraiment, généralement, tout d'un coup? Alors en fait, on a encore une fois 2 cas de figure. En général, alors la majeure partie, on vend l'ensemble, on vend le package souvent suite à différentes. J'ai encore plein d'exemples. Là, on a vu un cabinet de notaire qui a eu des problématiques d'allergie en fait auprès des collaborateurs et du coup. L'idée, c'était de suivre, effectivement, de constater les choses. Donc, en fait, on a toujours besoin de sourcer, de constater les origines des problématiques de la qualité de l'air. Donc, ça passe à travers les sondes. Voilà, donc on en installe souvent grâce à ça. Et puis ensuite, on lit, en fait, on est cohérent avec la réglementation. Hein. Il y a le plan d'action. Le plan d'action, ça fait partie aussi de l'installation de purificateurs qui va régler des problématiques. Nous, on a nos équipes qui vont renouveler des filtres et des chambres UV tous les mois. Sur ces systèmes-là. Donc, en fait, on vend souvent l'ensemble. Et puis voilà. Ou alors, il y a l'autre aussi, côté inverse, puisqu'en fait, on a une autre marque qui s'appelle Rentokil et qui est de la lutte contre les nuisibles. Et souvent, en fait, une infestation de nuisibles va générer des bactéries et virus. Donc là, on va mettre en place, dans le plan d'action, l'installation de purificateurs d'air qui vont permettre d'éliminer, après une éradication de nuisibles, des bactéries, des virus dans l'air. Voilà. Donc, Tout dépend les cas de figure. Ok, bon, écoute, merci pour ces éclaircissements. On reviendra en fin de webinaire, puisque je vois qu'on a pas mal de questions qui arrivent.
sur le chat. Encore une fois, n'hésitez pas à continuer. Nous sommes là pour ça et on a tout le temps prévu. Je vous propose de quitter maintenant la grisaille parisienne et faire monter sur scène Yannick du Canal Soleil de la Réunion qui va pouvoir nous expliquer, nous montrer un petit peu ce que tu as mis en place depuis pareil, une petite année et nous présenter tes activités globalement. Je te laisse la parole, Yannick. Très bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci donc pour le webinaire donc, qui nous permet de présenter le travail qui a été réalisé à l'île de la Réunion. Donc effectivement, on est un peu très loin de l'Hexagone, à plus de 10 000 km. Mais on a aussi des problématiques sur la qualité de l'air. Donc nous, on était tout d'abord beaucoup sur la partie purificateur d'air. Et comme l'a souligné Nicolas, on s'est rendu très vite compte qu'il fallait pouvoir aussi mesurer, sourcer, constater en fait les problématiques pour pouvoir agir en conséquence auprès de nos clients. Donc on avait au départ donc démarré avec une marque de capteurs, mais on a très vite vu les limites de la solution proposée historiquement. Et on a eu l'opportunité justement de connaître Airthink, qui nous a plu tout de suite parce qu'en fait c'est une technologie qui est très simple dans l'utilisation. J'arrive pas à changer la diapo. Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur... Attendez, essayez. Voilà, c'est bon. Donc en fait, pour présenter rapidement NeoGreen Service Environnement, donc on est une société à la base en fait très orientée environnement. Donc on propose des technologies européennes, françaises, la plupart d'entre elles, en fait, qui permet de gérer les déchets et les déchets d'une manière générale aussi. Donc ça génère aussi des problèmes sanitaires très souvent et parfois il nous est souvent demandé des solutions pour traiter la qualité de l'air dans les bureaux de nos clients. Donc au départ, donc comme j'expliquais, on était sur les purificateurs, mais il nous fallait aussi donc pouvoir permettre de mesurer, de sourcer, de savoir exactement où étaient les polluants, quel était le vrai problème dans ces locaux. Et donc du coup, on a donc fait appel à Airthink et on a commencé par installer des capteurs dans les écoles de la Réunion, avec qui on travaillait notamment sur la sensibilisation autour du déchet justement. Et qu'est-ce qui nous a plu dans la technologie Airthink, c'est sa simplicité par rapport à ce qu'on avait connu nous historiquement, sa performance et aussi sa technologie en fait autonome qui nous permet en fait d'être en adéquation avec la réglementation, pas de Wi-Fi dans les écoles, etc. Pour vous donner un peu des informations sur nous, ce qu'on pense nous de ces produits-là. Donc en fait, le temps d'installation extrêmement rapide. On passe moins de 5 minutes à installer les capteurs parce qu'ils sont déjà paramétrés d'usine. On a beaucoup de demandes sur le space CO2 parce que justement, c'est en lien avec la réglementation dans les écoles parce qu'on équipe pour l'instant beaucoup d'écoles, des garderies. Pas de travaux donc par rapport à ces installations-là, donc du coup on peut aller très rapidement sur les installations. Pour vous donner un exemple de cas d'usage, on a installé plus de 100 capteurs en 2 jours dans 6 écoles de la ville de Brapalon. Un back-office complet. Donc en fait, Airthink, c'est ça qui nous a vraiment et qui plaît beaucoup à nos clients parce que justement, dans une guerre actuellement, une guerre des prix, ce qui fait la différence, c'est surtout la solution de gestion qu'il y a derrière, c'est-à-dire qui permet à nos clients d'avoir une mesure en continu, d'avoir des informations pertinentes et pouvoir s'en servir pour pouvoir agir. Donc le back-office de Airthink est pour nous excessivement complet. Et il y a récemment donc une nouveauté justement, comme l'a souligné au tout début Rémi, la performance énergétique du bâtiment, qui est aussi un facteur qui est déterminant pour pouvoir justement adapter les solutions en interne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution permet aussi d'avoir des informations qui sont qui permettent en fait de prendre des précautions, d'agir. C'est les fameux capteurs virtuels qui permettent par exemple de dire s'il y a un risque ou pas de contamination, mesurer éventuellement le taux d'occupation, savoir si on est dans un confinement trop important dans la pièce, etc. Et ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui plaît beaucoup sur le territoire. Rapidement, voilà, c'est un peu l'historique de nos installations à La Réunion. Donc, on a démarré comme j'ai expliqué, par les écoles. Donc, on a équipé pour l'instant la ville de Saint-Uzanne dans son intégralité.
on a eu l'opportunité de travailler avec l'ARS. Ce qui est assez particulier avec ce dossier, c'est que l'ARS, historiquement, s'était équipé de d'autres capteurs et s'est très vite rendu compte que la solution n'était pas suffisamment pertinente pour eux sur les mesures. Et donc, du coup, ils ont fait appel à nous pour pouvoir équiper tous les bureaux et toutes les salles de réunion, plutôt. Ensuite, on a équipé donc l'école de Brapanon, donc on a équipé les mairies, et donc là, les garderies. Donc ça va plutôt bien, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et ce qu'on ambitionne, nous, pour la suite, là, justement, et je rebondis un peu sur la présentation précédente, effectivement, on s'intéresse de plus en plus, nous, justement aux cabinets médicaux, aux hôpitaux. Donc, on est en train d'échanger avec eux. Et récemment, donc, on est en train on va potentiellement expérimenter, en fait, des capteurs dans les collèges de l'île de la Réunion. Et on va commencer par un collège de la ville de Saint-Denis. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Yannick, super intéressant de nouveau. Pareil, j'ai une question spontanément. L'idée, c'est que les déploiements dans cette école, c'est fait via les régions ou les départements, etc. Enfin, les régions, pardon. J'ai pas bien compris, ça a saccadé un peu, donc du coup, je me disais. Excuse-moi. Donc, la volonté de déploiement dans les différentes écoles que tu as mises en avant, Oui. est-ce que c'est qui appartient vraiment, enfin, qui vient du gouvernement ou plutôt vraiment des écoles en elles-mêmes? Bon, aujourd'hui, à chaque fois qu'on contacte les écoles, justement les mairies, d'une manière générale, ils sont déjà sensibilisés plus ou moins, mais en fait, ils sont pas très au fait, ils sont pas dans les détails. Ils savent qu'ils doivent s'équiper, ils savent qu'il doit y avoir un contrôle de la qualité de l'air, mais ne savent pas souvent comment s'y prendre et comment le faire. Et Ok. souvent, nous, on arrive avec justement cette solution qui est AirThink, on fait des présentations, on leur montre en fait l'étendue des possibilités qui s'offrent à eux. Et on va dire que la plupart du temps, il y a une signature derrière, quoi. Donc généralement, ils Ok. sont pas. Voilà. Et du coup, est-ce que ces déploiements dans des écoles, c'est aussi l'opportunité pour les enseignants ou pour tout le personnel travaillant de tenter de sensibiliser un petit peu également les élèves et les parents d'élèves à ce sujet? Est-ce qu'il y a une volonté vraiment, comme nous on le disait, comme on l'a chez Airthings, de vulgariser ce sujet? Totalement, parce que nous, très souvent, quand on va faire les installations, par exemple, pour vous expliquer comment ça s'est passé dans certaines écoles, on a des profs qui nous demandent d'intervenir dans la salle de classe, notamment pour expliquer en fait ce qui est affiché sur l'écran du capteur, parce que on voit des indications, des chiffres, on voit un niveau de CO2, donc on doit expliquer aux enfants. Et il y a même certains maîtres d'école qui demandent au début des cours à un élève de lire en fait ce qui est indiqué sur le capteur et d'agir, de demander aux élèves qu'est-ce qu'on doit faire lorsque le seuil est supérieur à 800. Donc les enfants expliquent qu'il faut ventiler la pièce, ouvrir la porte, etc. Donc du coup, oui, il y a un un vrai intérêt, en tout cas des enseignants, parce qu'ils le voient aussi comme une reconnaissance aussi. Parce que nous, c'est ça, en fait, on dit, voilà, on s'intéresse à notre santé. C'est souvent ça, c'est ressenti comme ça. Dans les bureaux, par exemple, qu'on a équipé, l'ARS, c'est ce qui nous a dit les agents. Parce qu'effectivement, on ne conscientise pas les problèmes qu'il y a autour de nous parce que c'est quelque chose qui est invisible. L'air qui nous entoure, on la respire, mais on ne sait pas réellement s'il y a un danger ou pas. On parle de danger par rapport à la crise sanitaire. Voilà, les gens sont de plus en plus sensibles par rapport à ça. Oui. C'est un peu l'idée aussi d'Airthings, c'est de rendre visible ce qui ne l'est pas. Et c'est là où on est efficace. Et vraiment, c'est top de voir les déploiements que tu fais, que tu mets en place. Pas mal d'écoles et de régions sur la métropole pourraient s'en inspirer également sur ce volet de la transmission du savoir. C'est vraiment super intéressant. Merci encore Yannick. On revient vers toi en fin d'intervention. Et j'appelle de nouveau Bruno sur scène pour qu'il nous présente certains de ses déploiements également. Oui, effectivement, merci Rémi. Moi, je vais compléter aussi un petit peu avec mon expérience et avec un exemple en particulier que j'ai pu mettre en place dans un lycée qui rentre pleinement dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, si on prend l'exemple de ce lycée, aujourd'hui, on doit faire une mesure de CO2 en lecture directe. Donc, ça peut être le cas avec les stations AirThings. Et on peut ensuite facilement exploiter les données. Et nous, on propose aussi ce qui est facultatif d'intégrer l'Aeroscore. Voilà, vous avez peut-être vu ce nouveau système on va dire de notation sur les mesures de CO2. Donc là, j'ai mis l'exemple
d'une mesure dans une salle de classe. Bon, clairement, j'ai pris la salle de classe la plus mauvaise du lycée, hein. Donc, on a une mesure de CO2 qu'on va retrouver sur le tableau de bord et donc on va avoir l'évolution au cours de la journée. On voit très nettement les moments où il y a la présence des élèves et les pics avec le niveau maximal de CO2, c'est ce qui va surtout nous intéresser. Donc là, en l'occurrence, bon, ben, on serait vraiment sur un aéroscore E, puisque c'est très mauvais, évidemment, avec un maximum à 3000 ppm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi aller rechercher les données en exportant les mesures, retrouver ce maximum à 3000 ppm et éventuellement voilà, retravailler autrement les données. Alors, il faut savoir que dans la réglementation actuelle, on n'a pas encore tous les détails puisqu'il y a un guide du CSTB qui doit sortir à la fin du mois, mais on peut faire donc dans le cadre de l'évaluation annuelle cette mesure de CO2 en lecture directe pour arriver à voir quels sont les problèmes dans les différentes salles. Donc ça, le but c'est d'arriver à le faire partout. Donc salle de classe, salle de restauration et éventuellement dortoir, pour arriver à voir quels sont les problèmes et voilà, et adapter l'occupation des pièces et la ventilation et l'aération. Ensuite, on a donc les mesures réglementaires qui vont intervenir dans un second temps et qui vont demander de travailler différemment avec des capteurs qui soient calibrés, etc. Donc, ça ne sera pas la même procédure. Mais là, on peut déjà facilement déployer des capteurs dans toutes les salles de classe et dans toutes les pièces concernées, avoir des résultats par salle évidemment, mais aussi par bâtiment par exemple, et éventuellement retravailler ces données-là. On peut mettre en place des systèmes d'alerte, etc., de façon très très pratique. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le système AirSync. Pour compléter, j'ai mis quelques références documentaires, voilà, qui permettent d'aller plus loin. La première, c'est le nouveau guide d'accompagnement du CEREMA qui va détailler les différentes mesures à mettre en place, enfin les différentes actions, on va dire. Il manque juste la partie sur le CO2 qui sera publiée prochainement. Il y a également une plaquette à destination des élus qui a été publiée. Pour revenir un petit peu en arrière sur voilà, l'historique, il y a eu un haut conseil de la santé publique qui a donné un avis en janvier 2022 sur les mesures de CO2 dans l'air intérieur des ERP et qui a fixé notamment les nouveaux seuils qui sont aujourd'hui entrés dans la réglementation. Avant, on considérait que il fallait pas dépasser 1000 ppm puisque c'était le seuil international de l'OMS à partir duquel on a un impact sur la santé, et 1700 ppm où il fallait vraiment entre guillemets évacuer la salle, ou en tout cas ne pas laisser les occupants exposés au-delà de 1700 ppm. Aujourd'hui, ces seuils ont changé au regard de l'expérience Covid. Donc on a le premier seuil qui est à 800 ppm, donc s'il est dépassé, on considère qu'il commence à y avoir un risque de transmission de virus, notamment. Et en tout cas, ça veut dire que le renouvellement d'air et la ventilation ne sont pas suffisants. Ensuite, le seuil maximal, c'est 1500 ppm. Ça a été un petit peu abaissé. Donc ça, c'est des points importants à prendre en compte dans l'évaluation des moyens d'aération, ça sera donc évidemment dans les campagnes de mesures réglementaires et ensuite pour le plan d'action. J'ai remis aussi voilà, quelques éléments sur les technologies de mesure de gaz avec les différents capteurs, enfin les différentes sondes qui existent pour mesurer
différents gaz et qui sont intéressantes à connaître. Ça a été fait par Airlab et une petite idée aussi sur l'utilisation des microcapteurs pour suivre la qualité de l'air intérieur et extérieur avec le rapport de l'ANSES de mai 2022 aussi, qui est intéressant. Voilà pour moi, je vous remercie. Merci Bruno, merci pour ce témoignage. Écoute, de nouveau, question également pour toi. Tu as parlé effectivement de ce lycée. On était sur quelle typologie de lycée en termes de volume et surtout combien de capteurs ont été déployés à la grosse louche sur quelle typologie de salle finalement? Alors, on est sur un lycée, un petit lycée agricole, en Ok. l'occurrence, dans lequel on a déployé 12 capteurs. En fait, on a voulu cibler les pièces les plus représentatives du lycée et si possible celles où le renouvellement d'air était le moins bon. Par exemple, là où les systèmes de ventilation étaient les plus anciens ou là où il n'y avait pas de système de ventilation. Et puis après, voilà, des endroits stratégiques comme le réfectoire ou les dortoirs où là, de toute façon, c'est important quand même voilà, d'avoir au moins un point de mesure pour se rendre compte du problème. Et du coup, quel a été on va dire, le retour sur expérience? Je veux dire, est-ce que il y avait des doutes sur une qualité de l'air assez dégradée? Est-ce que c'était une découverte? Est-ce que cette découverte a permis de mettre en place des plans d'action? Est-ce que c'est toujours en préparation? Voilà, quels sont les next steps? Est-ce qu'il y a une volonté peut-être également d'équiper justement l'ensemble du bâtiment ou continuer avec un certain volume de capteurs, puisque encore une fois, on est sur du capteur mobile, donc on peut faire des campagnes de mesures aléatoires sur différents environnements. Quels sont les après? Alors, c'est une démarche qui est assez récente. On a laissé les capteurs quand même pendant longtemps pour avoir un bon aperçu pendant plusieurs mois. Donc là, je pense que voilà, l'exemple que j'ai montré illustre bien ce que ça nous a permis de mettre en avant. C'est-à-dire que les profs, l'équipe, on va dire l'équipe pédagogique, l'équipe administrative se doutaient forcément qu'il y avait un manque de renouvellement d'air, mais pas à ce point-là. Okay. Et quand on arrive à 3000 ppm dans une salle de cours, je veux dire, c'est même plus la peine de faire cours, quoi. Voilà, déjà, comme je le disais, on est censé soit laisser les fenêtres grandes ouvertes quand c'est possible, c'est pas toujours possible, soit réduire le nombre de personnes dans la salle, séparer en 2 demi-groupes par exemple, mais c'est quasiment impossible aussi pour l'organisation d'un lycée. Donc là, voilà, on est justement en discussion avec l'établissement pour mettre en place des Des actions. solutions, voilà, Ok. et avec notamment l'installation d'une ventilation plus performante, hein, déjà pour commencer. Ouais, ok. Non, mais c'est top. Et écoute, c'est effectivement finalement la vie d'un projet au sein d'un bâtiment qu'on équipe de capteurs. L'idée, c'est de faire, dans un premier temps, de faire des campagnes de mesures continues, etc., de faire un constat, de connaître davantage son bâtiment, savoir ce qui s'y passe, et ensuite pouvoir mettre des plans d'action en place. Je propose à tous nos intervenants de revenir sur la scène. Il y a beaucoup de place, on n'a pas besoin de jouer des coudes, et on va synthétiser rapidement cet événement avec des réponses aux nombreuses questions qu'on a pu recevoir. Encore une fois, merci à tous. Commençons par cette première question. Donc, la QAI, on parle beaucoup du CO2, effectivement, mais quel est vraiment l'impact du CO2 sur la santé? Est-ce que quelqu'un est partant pour y répondre très rapidement? Oui, moi je veux bien y répondre. Je garde la parole. Donc en fait, l'effet du CO2 sur la santé, il est assez bien connu à court terme. Comme je le disais, au-delà de 1000 ppm, on sait que on va avoir les premiers effets sur la santé et ça va être déjà une baisse de la concentration. Donc sur un lieu de travail, par exemple, ça va être une baisse de la productivité. Ça va se traduire en baisse de productivité. Dans un établissement scolaire, ça va être une baisse de l'attention des élèves qui peut conduire à une baisse des résultats, hein, forcément.
puisque comme je le répète, c'est tous les jours. Donc, il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de petit dépassement de seuil. À partir du moment où on dépasse le seuil, il y a un effet sur la santé. Et après, si on va plus loin, on va dire, sur des concentrations plus élevées, on va forcément avoir ressentir de la fatigue, des maux de tête, des choses comme ça, peut-être de l'essoufflement. Et après, donc, ça va dépendre de l'état de santé de la personne et encore une fois de l'exposition, donc de la durée et de la fréquence de l'exposition à des niveaux élevés, à des concentrations élevées. Et donc là, à l'extrême, on peut perdre connaissance, hein, et on sait très bien que de toute façon, s'il y a trop de CO2, on peut plus respirer, donc forcément, c'est comme si on respirait dans un sac plastique, hein, c'est la même chose. Et donc ça, c'est l'extrême. Après, moi, ce que j'ai constaté, par exemple, beaucoup avec mon métier de CMEI, c'est que les gens qui vivent dans une atmosphère confinée, où l'air n'est pas suffisamment renouvelé, c'est des gens dont la capacité respiratoire va avoir tendance à diminuer avec le temps. Et notamment chez des personnes asthmatiques, ils vont avoir de plus en plus de mal à respirer. Alors ça s'étend sur des mois ou des années, mais avec le temps, on a vraiment une altération de l'état de santé général, quoi. Ok, donc effectivement, c'est en lien avec ce que tu dis en introduction, c'est que finalement, ça affecte tout le monde, mais certains publics ont plus de sensibilité que d'autres. Et globalement, on peut dire que le CO2 impacte sur nos performances et nos aptitudes cognitives. Seconde question, j'imagine que le décret est applicable pour les aéroports. Eh bien, manifestement, vous imaginez bien, et je vais laisser Nicolas répondre à cette question. Nicolas, on adorerait que tu puisses répondre et on adorerait. La question porte sur les aéroports, c'est ça? Est-ce qu'il y a un intérêt sur les aéroports? Alors, nous, on discute de plus en plus avec les organisations d'aéroports, alors soit à travers des sociétés entre guillemets de nettoyage ou des facility managers, compagnies qui gèrent les aéroports ou avec les aéroports directement. Et ce, depuis 2020. Pourquoi? Parce que l'autorité des contrôles des nuisances aéroportuaires en 2020 a mis en place une espèce de liste de mesures en fait pour contrôler et suivre certains indicateurs, donc en particulier les microparticules et les composants organiques volatiles, donc, et mettre en place des campagnes de mesure surtout. Donc voilà, depuis effectivement un peu plus d'un an, on discute avec les principaux aéroports. Alors c'est des gros chantiers, hein. On n'est pas sur une classe d'école, donc il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, puisqu'il y a aussi toutes les émanations qui viennent de l'extérieur, avec la circulation des avions, du trafic voiturier qu'il y a aussi, qui va générer. On parlait tout à l'heure qu'on passait beaucoup de temps en intérieur plus qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais il y a aussi l'espèce de connexion qu'il y a entre la pollution extérieure et la pollution intérieure qui fait que et il y a la partie hermétique, donc dans les aéroports on sait que ça sort, ça rentre, etc. Donc voilà, donc c'est pas donc effectivement il y a la facilité d'installation des sondes-Ersing, ça c'est une réalité, mais il y a pas que ça, donc il faut aussi prendre en compte plein de paramètres, donc c'est les discussions qu'on a aujourd'hui, donc c'est des projets à moyen terme. Mais pour répondre à la question, il y a un intérêt important. Et le sujet intéresse aussi les organisations des aéroports, tout à fait. Oui, bien sûr. Directement dans la réglementation. Oui, pardon pour terminer sur ce point-là, le décret ne concerne pas les aéroports, mais cela dit, ce sont des ERP et il y a un intérêt. Mais c'est pas obligatoire. On peut aussi considérer que c'est peut-être pour le moment, mais qu'effectivement, autant anticiper ce genre de bonnes pratiques. Question suivante. Est-ce que les technologies d'analyse, notre méthodologie d'analyse Ersing sont recevables par les organismes de l'État? Est-ce que globalement, la solution Ersing est utilisable dans le cadre de ce décret tertiaire, par exemple? On a tous la réponse. Bruno, je te laisse y apporter brièvement quelques éléments supplémentaires. Oui, tout à fait. Alors,
effectivement, les technologies utilisées ici sont utilisables pour l'évaluation annuelle des moyens d'aération, c'est-à-dire que il y a des critères qui sont demandés pour faire ces mesures de CO2 et évaluer les moyens d'aération. Et aujourd'hui, les capteurs Hastings répondent parfaitement à ces critères, sans problème, largement même, j'ai envie de dire. Le but de cette partie-là, c'est que ça soit simple, éventuellement réalisable directement par l'établissement. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose de très pratique à proposer. Ok, merci Bruno. Il me semble qu'on a une question complémentaire qui devrait s'afficher très prochainement sur notre écran. Eh bien, la voici. Donc, effectivement, on a des textes, on a des décrets en place, mais quelle est l'obligation réelle, finalement, des lieux de s'équiper? En guise d'intro, l'obligation, si je ne m'abuse, il n'y en a pas. L'idée, c'est que l'obligation aujourd'hui dans les établissements concernés par ce décret, c'est de réaliser des campagnes de mesures annuelles. Donc, ça ne requiert pas forcément un équipement en continu durant toute l'année, mais finalement, est-ce qu'une mesure ponctuelle, c'est représentatif de ce qui se passe toute l'année? On est tous d'accord? Non. Donc l'idée, en fait, de s'équiper en continu, de sondes et de moniteurs de mesures en continu rentre parfaitement dans ce cadre, est accepté dans le cadre de l'autodiagnostic annuel, mais vous permet d'aller un peu plus loin en faisant des analyses tout au long de l'année. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, c'est clair. Non, Merci de me plébisciter comme ça. Non, moi, je peux juste dire que c'est important de faire des mesures en période de chauffe et hors période de chauffe. Parce que entre l'été et l'hiver, on sait que les mesures sont différentes et notamment parce qu'on a tendance à moins aérer l'hiver, par exemple. C'est vraiment utile de le faire toute l'année, quoi. C'est synchro avec la question. Hein. Ah ben voilà, ouais. je l'ai pas vu. Et c'est synchro avec la question. Alors effectivement, est-ce que cette lecture de CO2 doit être faite en période de chauffe obligatoirement? Dans les textes, non. Aujourd'hui, on ne préconise pas une date, une période idéale. Sur les mesures, sur les campagnes de mesures réglementaires, il faut faire les deux. Ça oui, mais pas dans le. Mais voilà, ça c'est une fois tous les 4 ans. Sur l'évaluation annuelle, en fait, il faut l'avoir fait au moins une fois dans l'année. Et forcément, on comprend bien sur des collectivités qui ont parfois des dizaines d'établissements à gérer, voire des centaines dans les grosses villes. Ils vont pas pouvoir à chaque fois faire 2 campagnes de mesure dans chaque établissement. Donc déjà, s'ils arrivent à s'organiser pour passer au moins une fois dans l'année dans l'établissement, c'est déjà pas mal. Voilà, et le plus simple reste évidemment d'installer, de fournir des capteurs aux établissements pour qu'ils puissent eux-mêmes se gérer en autonomie. Ok. Bon, eh bien écoutez, messieurs, vraiment, merci à tous une nouvelle fois pour votre participation. Merci à vous tous derrière votre écran également qui nous avez posé des questions, qui avaient assisté à ce webinaire, qui sera bien sûr disponible en replay, naturellement. Donc vous pourrez le partager, on vous encourage vivement à le faire. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, pour tout besoin d'informations complémentaires si nous n'avons pas été assez clairs. Je suis sûr qu'on l'a été. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau LinkedIn Live. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.